Bonjour. Bonjour. Pas trop fatigué? Un petit peu, si, Un mais peu. ça va. C'est l'accumulation de la campagne qui commence à faire jour, mais ça va. Alors, satisfait ou déçu de ce deuxième débat? Plutôt Pour satisfait. vous-même, hein, pour Oui, vous-même. oui, j'ai bien compris. Plutôt satisfait, même si, comme l'impression d'hier soir se confirme pour moi ce matin, il y avait en fait deux candidats hier sur le plateau. Il y avait l'ancien gouvernement de Nicolas Sarkozy d'une Oui. part, et puis moi d'autre part. D'accord. Ça a tourné un peu aux Et affaires de famille de temps en le temps. gouvernement de donc, Nicolas Sarkozy s'est davantage fait entendre. Évidemment, ils étaient 6. Ah, probablement, oui. Ils étaient 6 contre 1, donc c'est plus facile. Jean-François Et puis, Copé n'était pas au gouvernement. c'est exact, mais enfin, il était quand même dans la mécanique. D'accord. Voilà. Trop de temps passé sur François Bayrou? Beaucoup trop de temps passé sur des affaires qui, je crois... Quelqu'un que vous connaissez bien, pourtant. Oui, oui, que je connais depuis longtemps, et que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il mérite autant d'excès, d'honneur, je ne sais pas comment il faut appeler ça? Enfin, non, parce que d'abord, il n'est pas candidat à la primaire, premièrement, Ouais. mais c'est vrai que d'un autre côté, la question se pose à nouveau de savoir si son soutien à un Juppé vaut de la part de François Bayrou acquiescement ou pas aux règles de la primaire. Donc, d'après moi, oui, d'après moi, puisqu'il soutient Alain Juppé, si jamais M. Juppé ne gagnait pas la primaire, ce qui est encore parfaitement possible, Ouais. ça interdirait à François Bayrou de se présenter lui-même à l'élection présidentielle. Et si, admettons qu'Alain Juppé ne soit pas qualifié, ne gagne pas cette primaire, et que François Bayrou déclare sa candidature, vous lui direz non, François, tu violes les règles du jeu? Oui, enfin, je lui dirais comme ça ou autrement, mais enfin, je considère en tout cas que ce serait effectivement. Donc en fait, vous êtes assez d'accord avec Nicolas Sarkozy là-dessus? Je suis assez d'accord avec beaucoup des personnes qui étaient sur le plateau hier soir. D'accord. Soirée anti-Sarkozy? Il y a eu un effet un peu tout sauf Sarko, c'est vrai. Je pense que de toute façon, il a quand même plutôt rappelé que, comme je le disais tout à l'heure, il était le chef de l'équipe des 6 sur 7 qui étaient présents sur le plateau hier soir, Ouais. et qu'il a effectivement il nous a fait nous souvenir de cet événement politique récent. Il était moins tendu que la dernière fois, non? J'ai l'impression, il était mon voisin, et il avait l'air effectivement plus décontracté, mais je n'ai pas passé mon temps à l'observer, comme vous avez pu vous en rendre compte. Vous ne glissez pas des petits mots quand... Ah non, c'est matériellement pas possible. Alors, on va venir sur le fond, mais une dernière question. Vous êtes plus proche de Marion Maréchal Le Pen que de Nathalie Kosciusko-Morizet? Sur un certain nombre de sujets, c'est l'évidence. Ouais. Nathalie Kosciusko-Morizet est pour la dépénalisation du cannabis, elle est pour la fin du travail salarial, Le mariage pour tous. elle est pour le mariage pour tous. Ce sont des sujets sur lesquels Marion Maréchal Le Pen a des positions inverses qui sont comme les miennes. Maintenant, ça n'est pas vrai sur tous les sujets. Alors, question connexe, mais même si elle n'est pas connexe, est-ce que vous votez pour le Front National si en face vous avez le Parti Socialiste? Ça ne va pas recommencer. Ça ne va pas recommencer. Je ne voterai pas pour le Parti Socialiste. D'accord. Un point, c'est tout. Et je ne vois pas pourquoi ni comment je pourrais voter pour Marine Le Pen compte tenu du programme qu'elle tient. Petite question désagréable. Les commentateurs, vous les avez écoutés, vous les avez Pas tant lus que ça. sans doute ce matin. Ils vous ont trouvé moins bon que la dernière fois, Oui, ils ont transparent même, le ça, Parisien. Écoutez, ça c'est mon côté diaphane. Je crois que ça se voit physiquement, c'est tout à fait évident quand on me regarde. Ouais. Oui, c'est de toute façon, j'ai le sentiment depuis quelques jours de déranger un peu Ouais. toute cette mécanique huilée qui. Vos propos sur puis les lobby sionistes? En général, non, pas forcément ça, parce que je pense que ça fait partie des vérités historiques qu'on doit pouvoir dire dans l'espace public. Mais je pense que la manière que j'ai d'aborder un certain nombre de questions sur l'Europe, sur ma réflexion sur la nécessité de changer le cadre dans lequel s'exerce le pouvoir, Alors ça, on va en est parler. quelque chose qui n'est pas conforme à ce que sans doute mes 6 concurrents La défendent. politique américaine est prisonnière du lobby sioniste? La politique américaine est déséquilibrée en ce qui concerne l'État d'Israël. En règle générale, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que l'État d'Israël ait des frontières sécurisées, mais je suis tout aussi attentif à la dignité du peuple palestinien. Et je pense que, en particulier, Mme Clinton subit là-dessus un déséquilibre qui est préjudiciable pour le Proche-Orient. Vous êtes sioniste ou anti-sioniste? Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Je reconnais à l'État d'Israël le droit d'exister dans les frontières sûres. Voilà. Si c'est être sioniste, pourquoi pas, mais il y a beaucoup d'autres choses dans le sionisme. Alors, vous avez plusieurs fois hier, notamment en début de débat, mais vous avez eu l'occasion de faire votre conclusion là-dessus, dit, mais moi, je veux parler, et ce qui m'importe, c'est que la France recouvre sa souveraineté, puisqu'elle est otage d'une certaine façon de l'Europe. J'emploie pas tout à fait les mots, mais l'esprit de votre philosophie. Là, vous êtes déçu parce que justement, l'Europe, il devait être question de l'Europe hier, et il a été quasiment pas question de l'Europe, alors qu'elle est bien malade, qu'elle est souffrante. Qu'est-ce que vous auriez voulu dire hier que vous n'avez pas pu dire là-dessus? Je pense que
l'enchaînement des traités depuis l'acte unique de 86-87, puis Maastricht, puis Lisbonne, ont fait de l'Europe ce qu'elle ne devait pas être au départ, c'est-à-dire un espace ouvert à toutes les formes de commerce et de marché, plutôt qu'un projet de civilisation qui était porté par ses pères fondateurs, fondé sur le partage. Aujourd'hui, avec l'ouverture... L'Europe, ce n'est pas uniquement économique, ça doit être culturel aussi. D'abord économique, c'est d'abord un projet de civilisation qui était fondé à l'origine sur le fait que des pays qui devaient se reconstruire puissent partager les ressources dont ils avaient besoin. Ça, c'est l'échec complet? Ça, c'est un échec absolument massif et on est entré maintenant dans une Europe qui devient, avec le CETA et demain encore plus avec le CETA, c'est le traité avec le libre-échange avec le Canada, et puis demain le traité avec les États-Unis, qu'on appelle le TAFTA. Le TAFTA, ça va encore renforcer cet aspect et ça va accroître la logique, la domination des marchés sur l'ensemble de la vie sociale. Et ça n'est pas acceptable. C'est l'échec, je crois, de l'Europe, oui. Alors, vous dites incidemment que tous les problèmes que la France a aujourd'hui, qu'ils soient d'ordre sécuritaire, qu'ils soient d'ordre éducatif, eh bien, ils ont un peu leur source là-dedans, dans cette dilution, finalement, de la souveraineté française dans l'espace européen. C'est d'abord le fait qu'il y a beaucoup de dispositions de notre activité, beaucoup de décisions politiques que nous ne pouvons pas prendre complètement librement. Toutes les personnes qui étaient sur le plateau hier ont soutenu le pacte de stabilité budgétaire par lequel la France demande désormais l'autorisation à Berlin d'adopter son propre budget. Le seul qui est voté contre... À Berlin ou à Bruxelles? C'est pareil. Sous ce rapport, en tout cas, c'est pareil. Le seul de tous ceux qui étaient sur le plateau hier à avoir voté contre ce traité, c'est moi. Et je l'ai assumé, je l'ai fait constamment sur tous les traités européens depuis Maastricht en réalité. Donc, on ne peut pas dire d'un côté, on va réformer le pays en profondeur, on va faire des économies, on va augmenter la TVA, on va réduire les charges, on va, etc., alors que pèse encore sur notre capacité budgétaire la décision de quelqu'un qui n'est pas nous. Le Parlement français n'est pas souverain en l'espèce. Il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels il le reste, la santé, le code du travail, etc. Et là, on peut faire les choses à peu près comme on les veut. Tant qu'on n'aura pas réformé ce cadre, redonné au pouvoir public français l'autorité qu'il faut sur tous les sujets de la vie publique, je pense qu'on ne pourra pas sortir vraiment de la crise. Alors, est-ce que pour sortir de la crise et pour retrouver justement cette autorité, il faut sortir de l'Europe, sortir de l'euro? Quelle est la solution? Je pense qu'il faut maintenir tant que possible la possibilité de réformer l'Europe de l'intérieur. Parce que je crois que... Donc vous n'êtes pas pour une sortie de l'Europe, on est d'accord? Non, je pense que l'Europe doit être maintenue, nous en avons besoin pour protéger les frontières extérieures du continent, parce que rétablir le contrôle aux frontières intérieures sans le contrôle des frontières extérieures, Mais quel dessein a-t-elle, cette Europe? L'Europe doit d'abord assumer sa marque de civilisation dans la guerre à laquelle se livrent les États-Unis et la Chine sur le plan commercial dans le monde entier. Beaucoup de pays ont besoin d'un autre interlocuteur. L'Europe doit assumer le fait qu'elle est la seule à pouvoir supporter les projets industriels ou de services, comme par exemple la bagarre qu'on doit livrer aux géants du numérique américain qui petit à petit rognent notre sécurité, pompent nos données. Ils le disent tous les autres candidats là-dessus. Ah, on les entend peut-être pas tellement, mais bon, j'ai pas entendu ça. Ils sont tous à crier en disant mais c'est pas normal que les GAFA ne payent pas d'impôts en Europe. Ah, mais c'est pas simplement une question d'impôts, c'est une question de concurrencer la puissance informative et le pompage des données auxquelles ils se livrent. Et puis il y a la question de la CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme, qui est une instance d'appel. Vous avez entendu Alain Juppé hier. Oui, écoutez, c'est la première fois qu'il le dit depuis. Et François Fillon le répète souvent. Oui, mais moi j'ai signé une proposition, j'ai déposé une proposition constitutionnelle. Sortir de la CEDH. Sur le sujet, CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Sur le sujet. Qui n'est pas une émanation de l'Union européenne. Non, exact. 1 an et demi, une proposition sur le sujet que là encore, j'étais la seule à avoir soutenu de tous ceux qui étaient sur le plateau hier. Donc on sort de la CEDH. On sort de la CEDH, comme d'ailleurs d'autres pays envisagent de le faire, les Anglais en particulier. Oui, enfin, finalement, ils se sont arrêtés là-dessus. Non, mais je veux dire que la réflexion, elle existe, elle n'est pas complètement délirante, et en tout cas, elle doit être menée jusqu'au bout à partir du moment où la CEDH a changé de nature. C'est maintenant une instance d'appel supplémentaire, alors que ça ne devait pas devenir ça. C'est une forme d'irruption supplémentaire du droit anglo-saxon dans la culture européenne, et je pense que la France doit se prémunir contre ça. D'accord, alors ça c'est pour la CEDH. Pour l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'Europe, on fait le tour des autres pays, on remet à plat les traités qui sont actuels, on revient sur l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, car dans ma conception, c'est la monnaie qui est au service de la politique et non pas la politique qui doit être au service de la monnaie. Il faut garder l'euro. Je suis partagé sur ce sujet parce que je ne sais pas estimer les conséquences économiques et financières d'une sortie de l'euro. Même si je comprends un certain nombre de ses inconvénients, je pense que probablement si nous avions su maintenir depuis 15 ans
une politique monétaire de parité ou à peu près avec le dollar, premièrement, et si on avait laissé un peu de dérivés d'inflation dans la zone euro, nous n'en serions pas où nous en sommes aujourd'hui. C'est donc plutôt sa gestion que son existence qui est problématique, mais c'est un sujet sur lequel je ne suis pas tranché. Alors il y a eu un moment fort hier dans le débat qui tournait autour de vous, c'est votre visite, vos visites, puisque vous avez dit que vous en avez fait 2, il n'y avait rien de caché d'ailleurs là-dedans, non. à Bachar el-Assad, le président syrien à Damas. Et vous avez dit, moi je suis allé là-bas parce que pour lui demander justement, précisément, de quitter le pouvoir. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai éprouvé le besoin de me rendre à Damas pour voir sur place ce qu'il en était de la réalité du soutien du peuple syrien à Assad, de sa fragilité ou pas, de sa volonté de quitter le pouvoir ou non, de la pression qu'il avait du soutien de ses amis politiques ou non, parce que je considère que la manière dont les informations arrivent en Occident sur le sujet Donc vous préférez en gros Bachar aux islamistes? Monsieur Tréhard, il y a 2 choses sur le sujet. La première, oui, la seule alternative à Bachar al-Assad à Damas, au moins pour l'instant, c'est soit Al-Qaïda, soit les frères musulmans. Et dans les 2 cas, pardonnez-moi, je préfère Assad aux terroristes musulmans. Deuxièmement, on s'est posé beaucoup moins de questions lorsqu'on a serré la main de Staline pour battre Hitler il y a 60 ans. Et très franchement, nous sommes dans une situation à peu près comparable. Je ne prétends pas qu'Assad soit coupable de rien et innocent de tout. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que dans la situation où nous sommes, entre le terrorisme islamiste qui s'exporterait depuis Damas et le fait qu'il reste à Damas le pouvoir de Bachar al-Assad, je préfère pour les intérêts français la deuxième solution. Vous préférez le pragmatisme à la morale en diplomatie? Mais il y a un moment où il faut quitter le champ de la morale parce que la diplomatie consiste à discuter avec les gens qui sont en place. J'ai rencontré l'opposition dite démocratique à Assad, je l'ai rencontré à Istanbul, j'ai passé 3 heures avec la vingtaine de personnes qui étaient devant moi, qui sont des gens de grande qualité, mais qui ne sont absolument pas aujourd'hui en situation de prendre le pouvoir à Damas. Et de se protéger contre l'irruption de l'islamisme dans cette république syrienne. Il y a eu une fracture hier dans le débat, en gros Juppé, Sarkozy contre Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, à propos des rapports de la France avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Les 2 premiers, l'ancien président de la République et l'ancien ministre des Affaires étrangères, ont dit il faut dialoguer, on doit dialoguer avec tout le monde. Les 2 plus jeunes disant non, il serait peut-être temps aussi de faire le ménage dans nos relations diplomatiques. Votre position? Il n'y a pas aujourd'hui de raison de considérer que les Saoudiens ne sont pas des adversaires de Daesh. C'est même le contraire. Donc vous êtes en train de dire que ce sont des adversaires de Daesh. Les Saoudiens sont en train de constituer un pôle de coopération militaire, en particulier pour se battre contre Daesh. Cet engagement massif est récent. Probablement que les autorités saoudiennes, comme les autorités turques ou les Qataris, ont laissé faire l'installation de Daesh il y a 3 ou 4 ans. Maintenant, ça n'est plus le cas. Donc il faut prendre acte de cette décision. Deuxièmement, moi je veux bien qu'on me reproche d'aller voir Bachar al-Assad, mais je vois que l'Arabie Saoudite fait une guerre dégueulasse au Yémen, que l'Arabie Saoudite continue d'appliquer la peine de mort, d'ailleurs l'Iran aussi, d'ailleurs ils ont la même loi pénale, puisque c'est la même charia qui s'applique dans les 2 pays. Ce ne sont pas les grandes démocraties, on le sait depuis longtemps. Exactement, donc il n'y a pas de raison de les considérer autrement. Maintenant, les Saoudiens veulent, je crois, participer maintenant activement à la lutte contre Daesh, comme d'ailleurs les Turcs, même si c'est un peu nouveau. Donc il faut en prendre acte, même si par ailleurs, nous savons bien que les Saoudiens, depuis des décennies, ont arrosé à coups de centaines de millions de dollars dans le monde entier la création et le soutien aux cellules wahhabites. Donc il y a un moment où il faut à la fois parler avec eux, car la diplomatie consiste pas simplement à parler avec ses amis, mais il faut avoir des exigences plus fermes à leur égard. Les 2 camps avaient raison, en fait, hier. Les 2 camps avaient raison, mais la diplomatie, surtout la diplomatie française, est souvent une affaire d'équilibre, monsieur Tréhard. Dernière petite question. Si d'aventure, vous n'êtes pas au 2e tour de cette primaire... Au moment où nous parlons, ça pourrait arriver. Oui. Pour qui allez-vous voter? Je solliciterai, si je ne suis pas finaliste, les 2 candidats qui le sont. Sur un certain nombre de points qui me semblent importants. Vous leur écrirez, comme a fait Mme Pécresse récemment? Je leur écrirai, absolument. Je leur demanderai des réponses sur ces différents sujets. Et je choisirai en fonction de soutenir celui des 2 dont je considérerai les réponses les plus satisfaisantes, ou bien je n'en soutiendrai aucun des 2. Ah oui, mais vous vous prononcerez, quoi qu'il arrive. Je me prononcerai de toute façon, et la saisine, comme les réponses, comme mon soutien ou pas soutien, seront publiques. C'était le talk de Jean-Frédéric Poisson qui nous a dit sa définition de l'Europe, comment il entend justement peser dans le débat là-dessus, parce qu'il estime que la France a perdu beaucoup de sa souveraineté dans cette affaire et que c'est à l'origine de beaucoup de nos maux. Et maintenant, le 2e débat de la primaire pour poser vos questions, chers internautes, à Jean-Frédéric Poisson.
Mathilde, bonjour. Bonjour. Fatigué? Non, pas trop. Ça va. Ça va. Bonjour Jean-Frédéric Bonjour. Poisson, merci d'être avec nous encore ce matin. Merci. Vous aviez créé la surprise au soir du 13 octobre, lors du premier débat. Là, nos internautes ont remarqué que vous étiez un peu plus effacé. Il y en a un qui dit, Frédéric, là au moins il peut en placer une, en parlant de l'émission d'aujourd'hui. Vous avez dit, j'ai le sentiment de déranger la mécanique huilée de la primaire. Est-ce que pour vous, les jeux sont déjà faits? Non, les jeux ne sont pas faits parce que les sondeurs disent qu'il y aura environ 3 millions de votants, mais 3 millions, c'est la moyenne entre 2 et 4, c'est pas la moyenne entre 2,9 millions et 3,1 millions. Autrement dit, on ne sait absolument pas combien de personnes viendront voter. Les sondeurs aujourd'hui ne disposent pas du panel suffisamment fiabilisé pour sortir des études qui soient précises sur les intentions de vote, donc tout est encore possible. Maintenant, il reste clair que ça, c'est sur l'enquête statistique, sur les projets politiques. On voit bien, et c'est d'ailleurs le reproche que j'ai à faire, qu'il n'y a pas de volonté réelle de changer le cadre sans lequel les réformes ne serviront à rien en France. Donc moi je veux changer ce cadre et j'ai l'impression que mes 6 concurrents ne le souhaitent pas. Il reste encore un débat avant le premier tour, Oui. c'est le 17 novembre. Est-ce que vous voulez justement imposer un peu plus vos thèmes? Plusieurs internautes vous demandent notamment d'expliquer précisément votre position sur l'IVG. C'est Chantal de Maison, notamment, qui souhaite vous entendre sur cette question-là qui est peu abordée. Je l'ai fait déjà et j'ai été souvent interrogé par vos confrères sur d'autres médias. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de volonté sociale, de volonté publique, de permettre aux femmes qui sont dans une grossesse non désirée ou inattendue et qui sont en détresse de ce fait, d'aller jusqu'au bout de leur grossesse et de donner naissance à leur enfant. Cette mécanique du tout avortement qui est en France aujourd'hui me pose un problème. Aujourd'hui, on est social. dans tout avortement. Oui, il n'y a pas vraiment de solution alternative. Et même quand il y a des associations, des organisations qui veulent proposer d'autres solutions, le gouvernement met en place des systèmes de brimade où, il y a même une proposition de loi socialiste qui parle d'augmenter le poids du délit d'entrave. Donc on est dans une mécanique déséquilibrée. Moi, ce que je veux, c'est qu'on considère que la naissance d'un enfant, quand il est voulu par sa mère, puisse aller jusqu'au bout. Voilà, c'est tout simplement ça. On n'en parle pas assez justement de ces politiques-là, de ces sujets-là dans la primaire. Nous sommes dans un pays qui est extrêmement fragilisé. La France peut s'enorgueillir d'avoir des dispositifs d'accompagnement pour tous les types de fragilité. Pour les personnes handicapées, pour les jeunes qui sont en difficulté d'insertion ou d'accès à l'autonomie, pour les demandeurs d'emploi, pour tout type de fragilité sociale, sauf celle-là. Celle-là, il n'y a pas de mécanique d'accompagnement et je considère qu'il y a une forme de déséquilibre et en tout cas, il faudrait effectivement se demander pourquoi c'est vraiment la seule situation fragile qui ne reconnaît pas, ou qui n'est pas reconnue en tant que telle par les services de l'État. Une question de Madame Doré, je crois, qui dit, qui vous parle, qui vous demande votre position sur votre politique de sécurité. Est-ce qu'il faut revoir le régime de la légitime défense des policiers? Je pense qu'il faut le compléter. En tout cas, j'étais assez d'accord avec ce qui a été dit hier soir. Ce sont des sujets que nous avons travaillé ensemble au Parlement, les uns les autres. Donc, ce n'est pas un sujet de nuance forte. Je crois qu'on n'a pas abordé les causes. Et encore une fois, c'est ce qui me gêne en général dans le débat de la primaire, c'est que on parle beaucoup des solutions, mais on ne traite pas les problèmes à la racine. Derrière la question de la sécurité, il y a des problèmes éducatifs, il y a l'affaiblissement de la cellule familiale, il y a le fait qu'on a supprimé la police de proximité, qui était une forme de paravent ou de tampon ça, c'est Nicolas Sarkozy. pour l'insécurité, bien sûr. Il y a le fait qu'il n'y a plus de services publics dans un certain nombre, il n'y a plus de présence de l'État dans un certain nombre d'endroits, en ville ou à la campagne. Et j'ai bien parlé hier de la ruralité parce que la question de la sécurité se pose aussi désormais dans la ruralité. Et je crois que tout ça est un ensemble. Il n'y a pas que la légitime défense des policiers, il y a aussi le fait qu'ils n'ont pas de voiture, que de temps en temps ils n'ont pas d'équipement, qu'ils manquent d'ordinateurs, qu'ils n'ont pas de chaises, ils ont des conditions de travail qui sont déplorables et ils ne demandent d'ailleurs pas tant d'effectifs supplémentaires, ça, vous l'avez dit, sauf en police judiciaire, que de la considération et des moyens de travailler. Mathilde. Le débat hier soir a été très suivi et beaucoup d'internautes réagissent encore dessus. Vous étiez un peu à la marge donc, des 6 autres candidats. Et il y a donc un internaute qui souligne un petit peu la familiarité entre les candidats, l'ambiance un peu cour de récréation. Est-ce que ça vous a agacé, ces pics qui se sont lancés, ou ces tutoiements, ces interpellations? Ça, j'ai l'habitude de ne jamais tutoyer sur un plateau de télévision, parce que je considère que pour les téléspectateurs ou pour les auditeurs, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est une marque d'irrespect? Non, c'est une marque de légèreté qui ne me paraît pas correspondre à la situation. Deuxièmement, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait hier
le gouvernement de Nicolas Sarkozy d'un côté et moi de l'autre côté. Bon, évidemment, je ne pouvais pas prendre pied ou prendre part à des échanges entre eux. Alors, tu étais d'accord avec moi un de ces jours, etc. Enfin, je ne suis pas concerné par ça. Donc, je me suis trouvé presque naturellement en retrait d'un certain nombre d'échanges auxquels je ne pouvais pas participer. Là, il reste 17 jours, 16 jours maintenant avant le premier tour. Ça passe vite. Votre campagne, elle va prendre un tournant lors des derniers jours ou pas? Qu'est-ce que non, vous allez faire de nouveau? Le programme est fixé, ne bougera pas. Il y a un grand meeting qui sera mon dernier grand meeting de campagne à Issy-les-Moulineaux le 12 novembre prochain. 12 novembre à 10h, Issy-les-Moulineaux. 10h du matin 10h du matin. Ah, vous faites un meeting à 10h du matin? C'est un samedi, ça permet à tous ceux qui veulent venir de province de venir tranquillement pendant le week-end du 11 novembre précisément. D'accord. J'irai voir les Français de l'étranger à Casablanca, je vais aller à Laval la semaine prochaine, je suis à Lille ce soir, et puis encore d'autres déplacements. Je retourne à Lyon pour une réunion avec un certain nombre de décideurs locaux et d'associations. Voilà, donc le programme. Comment vous financez tout ça? Nous faisons un appel de fonds à peu près régulièrement par Internet ou par mail, et nous dépensons l'argent que nous gagnons, ce qui fait que je n'aurai pas de problème de dépassement budgétaire ni de perte, Monsieur Tréhard. Une dernière question, Mathilde. Et je ne reçois pas d'argent du Qatar ni de l'Arabie Saoudite, si c'est votre question. D'autres en reçoivent? J'en sais rien, mais en tout cas, moi, j'en reçois pas. D'accord. Vous prenez du plaisir dans cette campagne, justement, à aller à la rencontre des Français et à vous faire connaître aussi, parce que c'est une tribune pour vous? Bien sûr, évidemment. Puis vous savez, c'est intéressant de faire la comparaison. C'est ma 24e campagne électorale, soit comme directeur de campagne, soit comme candidat. C'est la première fois que j'entends les Français me parler à ce point de sujets régaliens, du retour de l'État, de sujets de civilisation, parce que je pense que l'élection de 2017, c'est pas une élection de gestion, c'est une élection dont les enjeux sont civilisationnels. Et je reviens là-dessus parce que j'ai l'impression qu'on fait encore beaucoup de solutions techniques, beaucoup de choses pratiques. Alors c'est important, je ne le conteste pas, mais les principes sur lesquels la société de demain doit être fondée, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas assez. Et c'est un de mes regrets dans cette campagne, en tout cas dans les médias, alors que dans les salles de réunion publique, les Français me disent ça, et donc je suis ravi d'échanger là-dessus avec eux. Une dernière question d'Éric. Est-ce que, si vous êtes élu président de la République, Christine Boutin sera votre Premier ministre? Non, Christine, je la salue d'ailleurs et je l'embrasse d'ici, a décidé petit à petit d'abandonner l'ensemble de ses activités politiques. Elle le fait en respectant ses engagements, en respectant sa parole, dans le temps qui a été décidé. C'est suffisamment rare pour être signalé, et je suis de cette école-là. C'était le Facebook Live de Jean-Frédéric Poisson, l'un des 7 candidats à la primaire de la droite et du centre. Question sur l'Europe, sur ma réflexion sur la nécessité de changer le cadre dans lequel s'exerce le pouvoir. Alors ça, on va en parler. C'est quelque chose qui n'est pas conforme à ce que, sans doute, mes 6 concurrents défendent. La politique américaine est prisonnière du lobby sioniste? La politique américaine est déséquilibrée en ce qui concerne l'État d'Israël. En règle générale, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut que l'État d'Israël ait des frontières sécurisées, mais je suis tout aussi attentif à la dignité du peuple palestinien. Et je pense que, en particulier Mme Clinton, subit là-dessus un déséquilibre qui est préjudiciable pour le Proche-Orient. Vous êtes sioniste ou anti-sioniste? Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Je reconnais à l'État d'Israël le droit d'exister dans les frontières sûres. Voilà. Si c'est être sioniste, pourquoi pas, mais il y a beaucoup d'autres choses dans le sionisme. Alors, vous avez plusieurs fois hier, notamment au début de débat, mais vous avez eu l'occasion de faire votre conclusion là-dessus, dit, mais moi, je veux parler, et ce qui m'importe, c'est que la voté pour le Front National, si en face, vous avez le Parti Socialiste. Ça ne va pas recommencer. Ça ne va pas recommencer. Je ne voterai pas pour le Parti Socialiste. D'accord. Un point, c'est tout. Et je ne vois pas pourquoi, ni comment je pourrais voter pour Marine Le Pen, compte tenu du programme qu'elle tient. Petite question désagréable. Les commentateurs, vous les avez écoutés, vous les avez lus, sans doute, ce matin. Ils vous ont trouvé moins bon que la dernière fois, transparent même, le Parisien. Écoutez, ça c'est mon côté diaphane, je crois que ça se voit physiquement, c'est tout à fait évident quand on me regarde. Oui, c'est de toute façon, j'ai le sentiment depuis quelques jours de déranger un peu toute cette mécanique huilée qui... Vos propos sur les lobbies sionistes en général, non, pas forcément ça, parce que je pense que ça fait partie des vérités historiques qu'on doit pouvoir dire dans l'espace public. Mais je pense que la manière que j'ai d'aborder un certain nombre de tout à l'heure, il était le chef de l'équipe des 6 sur 7 qui était présent sur le plateau hier soir, et qu'il a effectivement il nous a fait nous souvenir de cet événement politique récent. Il était moins tendu que la dernière fois, non? J'ai l'impression, il était mon voisin, et il avait l'air effectivement plus décontracté, mais je n'ai pas passé mon temps à l'observer, comme vous avez pu vous en rendre compte. Vous ne glissez pas des petits mots quand... Ah non, c'est matériellement pas possible. Alors, on va venir sur le fond, mais une dernière question.
vous êtes plus proche de Marion Maréchal Le Pen que de Nathalie Kosciusko-Morizet. Sur un certain nombre de sujets, c'est l'évidence. Ouais. Nathalie Kosciusko-Morizet est pour la dépénalisation du cannabis, elle est pour la fin du travail salarial, Le mariage pour tous. elle est pour le mariage pour tous. Ce sont des sujets sur lesquels Marion Maréchal Le Pen a des positions inverses qui sont comme les miennes. Maintenant, ça n'est pas vrai sur tous les sujets. Alors, question connexe, mais même si elle n'est pas connexe, est-ce que vous votez... On se pose à nouveau de savoir si son soutien à un Juppé vaut de la part de François Bayrou acquiescement ou pas aux règles de la primaire. Donc, d'après moi, oui, d'après moi, puisqu'il soutient Alain Juppé, si jamais M. Juppé ne gagnait pas la primaire, ce qui est encore parfaitement possible, ça interdirait à François Bayrou de se présenter lui-même à l'élection présidentielle. Et si, admettons qu'Alain Juppé ne soit pas qualifié, ne gagne pas cette primaire, et que François Bayrou déclare sa candidature, vous lui direz « Non, François, tu violes les règles du jeu ». Oui, enfin, je lui dirais comme ça ou autrement, mais enfin, je considère en tout cas que ce serait effectivement... Donc en fait, vous êtes assez d'accord avec Nicolas Sarkozy là-dessus? Je suis assez d'accord avec beaucoup des personnes qui étaient sur le plateau hier soir. D'accord. Soirée anti-Sarkozy? Il y a eu un effet un peu tout sauf Sarko, c'est vrai. Je pense que... de toute façon, il a quand même plutôt rappelé que, comme je le disais tout à l'heure... Bonjour. Bonjour. Pas trop fatigué? Un petit peu, si, mais ça va. C'est l'accumulation de la campagne qui commence à faire jour, mais ça va. Alors, satisfait ou déçu de ce deuxième débat? Plutôt satisfait. Vous-même, hein, pour vous-même. Oui, j'ai bien compris. Plutôt satisfait, même si, comme... l'impression d'hier soir se confirme pour moi ce matin. Il y avait en fait deux candidats hier sur le plateau. Il y avait l'ancien gouvernement de Nicolas Sarkozy d'une part, et puis moi d'autre part. D'accord. Ça a tourné un peu aux affaires de famille de temps en temps. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy s'est davantage fait entendre. Évidemment, ils étaient 6. Ah, probablement, oui. Ils étaient 6 contre 1, donc c'est plus facile. Jean-François Copé n'était pas au gouvernement. C'est exact. En fait, il était quand même dans la mécanique. D'accord. Voilà. Trop de temps passé sur François Bayrou? Beaucoup trop de temps passé sur des affaires qui, je crois... Quelqu'un que vous connaissez bien, pourtant? Oui, que je connais depuis longtemps, et que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il mérite autant d'excès, d'honneur, je ne sais pas comment il faut appeler ça? Enfin, non, parce que d'abord, il n'est pas candidat à la primaire, premièrement, mais c'est vrai que d'un autre côté, la question